Voilà, ça y est, tout est en route. Bonsoir et bienvenue donc à ce webinaire, à ce podcast, cet épisode de Cyril Malka sans divan. Et donc aujourd'hui, ou plutôt ce soir, nous allons voir un petit peu le principe des autres qui ont une tendance un petit peu à nous contrôler, ou certains d'entre nous ont plutôt une tendance à se laisser contrôler, d'autres ont une tendance à vouloir contrôler. Et en gros, on aimerait bien que ça s'arrête. Alors, pourquoi? Comment faire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, ou plutôt dans ce webinaire, dans ce podcast. Alors déjà, pour voir un petit peu comment on contrôle, comment on se laisse contrôler, euh, la personne qui va essayer de vous contrôler va jouer sur certains principes. Alors, attention, ces principes ne vont pas toujours être conscients, ça ne va pas toujours être quelque chose qui va être fait de manière à vouloir vous contrôler, mais on va jouer sur différents principes. On va jouer sur le principe de la culpabilisation, ou alors ça peut être, on a la peur de faire mal à l'autre. Si on a une tendance à être très empathique, à ne pas trop vouloir faire du mal à quelqu'un d'autre, et c'est la plupart d'entre nous, c'est le cas de la plupart d'entre nous, si on ressent ou si on a l'impression que l'on a qu'on est en train de faire du mal à quelqu'un d'autre, si l'autre nous donne l'impression de souffrir, dira-t-on, eh ben il va jouer sur cette peur de faire mal à l'autre et de ce principe de la société d'ailleurs qu'on ne doit pas faire du mal à une autre personne. Ça peut aussi jouer sur le besoin d'amour. On a peut-être certains d'entre nous ont l'impression d'avoir besoin d'être aimé ou d'être apprécié sur certains principes. Et pour ne pas perdre cette appréciation, pour ne pas perdre cet amour des autres ou de l'autre, eh ben, on va plus facilement se laisser manipuler. Et puis, la plupart d'entre nous ont aussi envie d'être bons, envie d'être gentils, on aime bien aider les autres, etc. Et dans ce cas-là aussi, quand quelqu'un d'autre joue sur ces principes, on est plus facilement manipulé. Et enfin, on a en règle générale le regard des autres ou le regard de l'autre si c'est une seule personne. Ça, c'est aussi un petit peu pour répondre à la question que Muriel a posée un petit peu avant le début du webinaire. Elle demande justement quelle est la théorie du pourquoi on veut contrôler, dans sa première question. Et sa deuxième question, c'est pourquoi se laisse-t-on contrôler? Alors, la première partie de la première question, quelle est la théorie du pourquoi on veut contrôler? Elle est plus difficile à répondre parce qu'il faut déjà mettre de côté, pourra-t-on dire, les personnes pathologiques comme les psychopathes, etc. Donc si on met ces personnes-là de côté, bien entendu, il peut quand même y avoir pas mal de raisons pour lesquelles on veut contrôler l'autre ou on veut contrôler les autres, mais le plus souvent, ça a une racine dans une angoisse de ne pas connaître, de ne pas être sûr du futur. Et donc, on s'imagine que si on contrôle l'autre personne, eh ben, on peut s'assurer de sa fidélité, on peut s'assurer de certaines choses, de ne jamais la perdre ou d'autres choses. En fin de compte, c'est pas vrai, on peut pas s'assurer, on peut s'assurer de rien dans la vie. Mais pour beaucoup de personnes qui ont un grand manque de confiance en elles ou qui ont une tendance à l'angoisse, elles vont jouer beaucoup sur essayer de contrôler autant de choses que possible dans l'environnement. Et ces choses-là, ça peut aussi passer par les autres personnes. Et pourquoi se laisse-t-on contrôler? C'est donc en fin de compte, ce dont on parle en ce moment, c'est parce qu'on a une tendance rapidement, très facilement, à culpabiliser, ou on a une peur de faire mal à l'autre, ou on croit avoir un besoin d'amour, ou on a envie d'être bon, gentil, ou on a peur du regard des autres. C'est les raisons principales pour lesquelles on va plus facilement se laisser contrôler par les autres. Maintenant, ces raisons, ces principes, ils sont pas, dira-t-on, à certaines distances l'un de l'autre. C'est-à-dire que très souvent, il va y avoir un peu de chaque principe, un peu dans tout. Par exemple, le regard des autres, ça peut aussi être on se dit, bon, bah, j'ai envie d'être gentil, bon, etc., parce que je ne veux pas qu'on dise de moi que je suis comme ci, comme ça. Donc ça va être un mélange de l'envie d'être bon et gentil et la peur du regard des autres. C'est aussi le besoin d'amour et l'envie d'être bon et gentil. Donc vous voyez, les principes sont assez imbriqués les uns dans les autres. Et parce qu'on a certaines de ces idées, on peut plus facilement
être manipulé, dira-t-on consciemment ou inconsciemment, par d'autres personnes. Alors, comment est-on manipulé? On est manipulé par les mots, pour la plupart du temps, mais les mots qui peuvent justement faire mal. On a beaucoup de principes. J'ai trouvé sur le net une foule de citations. Alors là, j'en ai pris quelques-unes que je trouvais qui étaient assez intéressantes. Vous avez par exemple Carla Geffelbein, je ne connais pas, donc je ne suis pas sûr de la prononciation. Parfois, les mots sont comme des flèches. Ils vont et viennent, blessent et tuent, comme à la guerre. Le reste est silence. Vous avez aussi, comme l'épée blesse le corps, les paroles blessent l'âme. Ça nous vient de Ménandre, je connais déjà mieux. Et puis, il y a un groupe, en fin de compte, sur Facebook, qui s'appelle « Les mots font parfois plus mal que les coups ». Je me suis un petit peu demandé le but, par exemple, d'avoir un groupe un petit peu comme ça, parce que si on s'immerge beaucoup dans le fait que les mots font parfois plus mal que les coups, ça me paraît un petit peu difficile de s'en sortir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu comme certaines de ces associations qui, quelque part, gardent les gens dans une espèce de gange ou de coque, quelque part. Mais la façon dont on est manipulé la plupart du temps, alors là je vais mettre de côté ou laisser de côté les cas de violence physique, etc. Parce que ça, c'est une toute autre histoire, et là, il n'y a pas beaucoup de psychologie là-dedans, dira-t-on, parce que si on vous met des coups dans la tronche, à un moment donné, on va faire ce que l'autre veut, c'est assez logique. Donc ça, on laisse bien entendu tout ça de côté. Là, on va rester sur le domaine de la psychologie, sur le domaine de ce qui est dit ou de ce qui n'est pas dit, et généralement, pour contrôler l'autre, ce qu'on utilise, ce sont les mots. Ça va être des choses que l'on va dire, ou des choses que l'on va sous-entendre, ou des choses que l'on ne va pas dire, qui vont, avec l'aide de ces mots, en jouant sur ces principes, justement, comme les mots sont comme des flèches, ou comme ils blessent l'âme, et ben, en utilisant des mots blessants, ou des mots qui accusent, pour attirer la culpabilité, on va pouvoir, où on peut généralement manipuler beaucoup de gens à faire ou à ne pas faire certaines choses. Maintenant, si on y réfléchit un petit peu, on a tous essayé d'être manipulés à un moment donné ou à un autre. De toute façon, on a tous été enfants à un moment donné, et puis donc, entre autres, nos parents nous ont bien inculqué certains principes, et tout ce qui vient de nos parents, en tout cas au départ, c'est bien entendu pris comme mot d'évangile. On prend ça au pied de la lettre, et bien entendu, c'est vrai, parce que les parents sont divins presque, et donc ce qu'ils disent, c'est la vérité. Donc, tout simplement, si les parents vous mettent dans la tête que vous êtes un petit imbécile, on aura plus une tendance à le croire, en tout cas en tant qu'enfant, et jusqu'à une certaine période. Après, ça dépend un petit peu de notre évolution à nous, en tant que personne. Donc, dans certains cas, et beaucoup en France, où on est très basé quand même sur la psychologie freudienne et sur tous ces principes psychanalytiques, beaucoup de personnes croient un petit peu que les choses qui nous ont été données dans l'enfance, qui nous ont été apprises en enfance, et ben pof, ça y est, c'est gravé dans le marbre, et puis on s'en sort plus, quoi. Quelque part, on va répéter ce schéma le reste de notre vie, etc. Un petit peu comme si on était des robots, puis on était programmés quelque part, et qu'on n'était pas capable à un moment donné de se dire oui mais attends là qu'est-ce qui se passe quoi. Donc qui donne ce pouvoir à ces personnes pour pouvoir nous contrôler, pour pouvoir nous faire ce qu'ils veulent, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Qui est-ce qui leur donne ce pouvoir? La personne qui leur donne ce pouvoir, c'est nous-mêmes. La personne qui se laisse manipuler donne elle-même le pouvoir à la personne qui manipule. Je vais vous prendre un petit exemple, des petites images un petit peu que j'utilise généralement quand je parle ou quand j'essaie de faire comprendre ça à mes patients. Généralement, je devais demander à un moment donné, est-ce que vous aimez les tripes, par exemple? Ça, je demande ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment pas trop, ou alors s'ils aiment bien, bon, on essaie de trouver un plat qu'ils aiment pas, hein, que ce soit les brocolis ou les haricots verts, peu importe. Mais bon, disons, est-ce que vous aimez les tripes? Bon, non, je suis désolé, moi les tripes, j'aime pas trop, quoi. Bon, est-ce que vous aimez la pizza? Ah oui, ça, les pizzas, ça va déjà beaucoup mieux. Très bien. Maintenant, le fait que vous
vous n'aimez pas les tripes. Quelle information est-ce que ça me donne des tripes? Ah ben ça veut dire que les tripes c'est pas bon. Ah bon? Parce que vous n'aimez pas les tripes, ça veut dire que les tripes c'est pas bon. Non, non, il y a des gens qui aiment les tripes. Ah bon? Alors les tripes c'est bon ou c'est pas bon? Ben, c'est bon pour ceux qui les aiment. Ok. Donc c'est-à-dire que les tripes, enfin en elles-mêmes, elles ont un certain goût, et puis vous aimez ou vous aimez pas. On est bien d'accord. Ouais, on est d'accord. Ok. Euh, Là, j'ai déjà Michel qui me dit les tripes. Miam. Je m'en doutais. C'est marrant, ça, je m'en doutais. Euh, Et puis, donc, il y a les gens qui vont. Donc, les pizzas. Donc, si que vous aimez les pizzas, ça me dit quoi de la pizza? Bah, ça me dit que la pizza, c'est bon. Ça vous dit que la pizza, c'est bon. Je dis, mais non, ça ne me donne pas d'information que la pizza, c'est bon. C'est un petit peu comme les tripes, mais à l'inverse. Ah oui, c'est vrai que. Non, c'est vrai que bon, ça veut dire que j'aime la pizza. Donc, on est bien d'accord. Le fait que la personne A aime bien les tripes et n'aime pas les pizzas, et le fait que les personnes B n'aiment pas les tripes et aiment bien les pizzas, ça ne nous donne absolument aucune information sur les tripes, et ça ne nous donne absolument aucune information sur les pizzas. On est bien d'accord. Ça va donner une information sur cette personne. Ça veut dire que si je veux inviter un tel à manger, mieux vaut que je fasse une pizza plutôt que des tripes, ou le contraire. Okay? Donc, si quelqu'un ou quelqu'une vous donne un jugement, vous juge sur un certain point, vous disent tu es totalement con de faire ce genre de truc, est-ce que ça donne une information sur vous ou est-ce que ça donne une information sur cette personne? Eh oui. Le truc, c'est que si quelqu'un vous dit t'es bête, ou t'es con, ou t'es ceci, ou t'es cela, à moins que ce soit un truc de description physique, hein, t'es grande ou t'es petite, ce que vous voulez, mais quand on commence à parler de ce genre de choses, ça ne nous donne absolument aucune information sur vous ou sur le cas échéant, sur la personne dont il parle. Ça ne me donne qu'une information sur ses opinions à lui. À la limite, même le fait qu'il me dise que tel chanteur chante mal, tel chanteur chante bien, ça ne me donne absolument aucune information sur ce chanteur, ça me donne une information sur lui. Donc en fin de compte, c'est vous qui donnez à cette personne le pouvoir de vous manipuler en lui donnant le pouvoir de vous juger. Et tout comme vous lui avez donné ce pouvoir, vous pouvez tout aussi bien le lui enlever. Dans toute situation, quelle qu'elle soit, on va partir du principe qu'on appelle le principe de ABC. Vous avez quelque chose qu'on pourra appeler un activateur, c'est-à-dire quelque chose qui va activer la situation et en fin de compte l'émotion. Alors, un activateur, ça peut être que machin ou truc ou bidule vous dit quelque chose, ou ne dise pas quelque chose, ou qu'il va faire quelque chose, ou ça peut aussi être quelque chose que vous pensez, que vous vous imaginez, ça peut être une idée que vous avez à un moment donné. Enfin, un activateur, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Là, le cas échéant, ça va être, par exemple, un essai de manipulation en essayant de vous faire culpabiliser ou en vous attaquant sur votre intégrité ou ce que vous voulez. Ça va être quelque chose qui va être dit pour la plupart du temps. Donc on va dire, vous avez machin qui vous dit quelque chose, c'est l'activateur. Donc en bonne théorie, comme on a appris en psychologie en cours du soir, on va nous dire, bon ben ça, le A, ça va nous mener donc à C qui va être la conséquence. La conséquence, ça peut être une émotion, par exemple, comme la colère, l'angoisse, la culpabilité, ou plein d'autres. Ça peut être le bonheur, ça peut être qu'on soit heureux. Enfin, mais bon, ça, on ne va pas en parler dans un webinaire parce que c'est pas trop le sujet. Mais donc, ça va mener à une certaine conséquence, à une certaine émotion, et puis éventuellement à une réaction qui viendra un peu plus tard, par exemple, où on va dire autre chose, etc., etc. Maintenant, donc, ce qu'on dit, c'est que A va nous mener à C. Ce qui a été dit, machin dit quelque chose, et puis ça me met en colère, ça me met en colère parce que machin dit quelque chose, qui était méchant, ou qui était pas gentil, ou qui était culpabilisant, bref. Donc A mène à C. Maintenant, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'il manque une lettre là-dedans. Tout comme je vous ai dit d'ailleurs que c'est. D'ailleurs, j'ai vendu la mèche, je vous ai dit que c'était ABC. Alors là, les gens vont dire bah oui, mais il est où le B? Eh bien, le B,
C'est ce qu'on appelle en anglais belief. Oui, dans ce cas-là, c'est vachement pratique parce que ça commence par un B, alors qu'en français, c'est plutôt croyance. Alors, j'ai essayé de trouver des synonymes qui démarraient en B en français, et il n'y en a pas. Mais j'ai eu des patients, j'ai eu des gens qui ont suivi mes stages, qui ont trouvé pas mal d'idées. Donc, il y en a qui m'ont dit, bah, par exemple, on pourrait dire c'est le baratin, pas mal. Ou alors c'est le blabla. Ça, c'est pas mal non plus parce que c'est déjà beaucoup plus. Oups, là j'ai fait passer une diapo un peu trop vite. Bon, mais donc le B, c'est donc la croyance que l'on a. Et les croyances que l'on a, ça va être par exemple que ça dépend un petit peu de la pensée qu'on va avoir. C'est-à-dire que si on prend en A la situation, on va dire par exemple c'est une perte. Ça peut être une perte de santé, ça peut être une perte de quelqu'un qu'on aime, ça peut être quelqu'un qui est parti, ça peut être un job, etc. Là, en fin de compte, j'ai une question. La conséquence, est-ce que ça peut être l'indifférence, tout simplement, me dit Jean-Paul, ou un blocage? Ouais. La conséquence peut parfaitement être une indifférence. Ça peut être n'importe quelle émotion qui peut être rationnelle, irrationnelle, qui peut être posée ou qui peut être excessive. La conséquence peut être un peu n'importe quoi. Donc, par exemple, si on dit que vous avez donc une perte de quoi que ce soit et que votre croyance est qu'il est insupportable de vivre sans cette personne, que cette personne vous ait quitté ou d'avoir perdu votre travail ou ceci ou cela, eh bien, vous allez entrer plus facilement, en tout cas en dépression. Maintenant, si avec cette même perte, vous dites la vache, c'est violent, c'est dur, ça me fait de la peine, ça me rend vachement triste, on était si bien ensemble ou ce que vous voulez, vous allez être triste. Maintenant, la grosse différence entre ces deux émotions, c'est que la dépression est ce qu'on va appeler une émotion irrationnelle parce qu'elle va vous bloquer, elle va vous empêcher d'avancer, elle va vous empêcher de finir par vous épanouir ou pour avancer, alors que la tristesse, non. Ça n'a rien à voir avec l'intensité de l'émotion, parce qu'on peut être triste d'une façon extrêmement intense, croyez-moi. La tristesse peut être très violente et peut faire vraiment très mal sans pour autant qu'on entre en dépression. Mais la tristesse ne vous empêche pas de continuer à avancer. Si on prend une évaluation, par exemple, si vous devez aller à un entretien d'embauche ou un examen, ou par exemple si quelqu'un vous évalue d'une façon ou d'une autre, et que vous vous dites c'est absolument horrible, il faut absolument que je l'aie, sans ça ma vie va être totalement plantée, et bien là on arrive à l'angoisse. Si sous cette même évaluation, on va dire c'est désagréable, mais je vais faire de mon mieux, vous allez toujours être inquiet, ce qui est parfaitement normal. Mais vous n'allez pas être angoissé. La grande différence, c'est que l'angoisse va vous bloquer, alors que l'inquiétude, non, elle ne vous bloque pas. On pourrait, pour un petit peu faire un petit peu plus tranché, on pourrait dire par exemple qu'il est parfaitement rationnel d'être inquiet lorsque l'on va être évalué ou lorsque l'on est dans une situation qui peut représenter un danger. Tout comme il est parfaitement normal et rationnel d'être triste lorsqu'on a subi une perte, quelle qu'elle soit. Ça ne sert à rien de vouloir être positif et de se dire, mais non, tout va bien. Non, si tout ne va pas bien, tout ne va pas bien. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, l'inquiétude, la tristesse, ce sont des émotions tout aussi naturelles et nécessaires pour notre survie que d'autres. C'est parce que je suis inquiet pour ma vie que je regarde avant de traverser la route, que je ne la traverse pas les yeux fermés, tout simplement. Maintenant, si j'étais angoissé, je ne sortirais plus du tout, par exemple. Et dans ce cas-là, ça me bloquerait dans ma vie. Et la personne qui est angoissée n'est pas plus inquiète que la personne qui est inquiète, tout comme la personne qui est déprimée n'est pas plus triste que la personne qui est triste. Maintenant, si machin vous dit que vous êtes ceci, cela, et que vous dites, bah, s'il me dit ça, c'est parce qu'il m'aime pas. Il m'aime pas et c'est horrible qu'il m'aime pas parce que dans ce cas-là, ma vie n'a plus de sens, etc. On entre dans la dépression. Si, au lieu, vous vous dites, il me dit que je suis machin truc,
C'est pas exact parce que je sais moi que je suis pas méchante, je sais moi que je suis pas, que c'est pas de ma faute, je sais que c'est pas vrai. Mais c'est désagréable, c'est triste, c'est décevant qu'il me voit de cette façon-là. Là, éventuellement, vous pouvez prendre la discussion avec lui. Lui dire, mais c'est vraiment comme ça que tu me vois? Pourquoi tu me vois comme ça? Parce que c'est pas vrai, je suis pas. Et vous pouvez trouver des exemples qui peuvent prouver votre point de vue, qui peuvent dire, bah, regarde, la dernière fois j'ai fait ceci, cela, ou la dernière fois j'ai fait ceci, cela. Donc tu sais que c'est pas vrai. Il m'accuse de, je ne devrais pas faire ça, ou je devrais faire ceci, je fais jamais rien pour lui, aussi c'est vrai, etc. On entre dans la phase culpabilisation. Alors qu'en fin de compte, si ce n'est pas exact, si c'est une fausse accusation, comme ça l'est très souvent, là aussi, il est temps de se dire oui, mais non, c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais agi comme ça. Je n'ai jamais fait ce genre de truc. Oui, bien sûr, j'ai fait des erreurs. Ça, tout le monde en a fait, mais c'en est pas la raison. Et peut-être faudra-t-il lui en parler pour lui dire mais dis donc, pourquoi tu penses ça de moi? Si tu penses vraiment ça de moi, c'est qu'il y a un problème quelque part, enfin, ou alors que tu cherches à me manipuler, mais ça serait pas très gentil. Donc, même principe. Si on vous dit que, comme l'épée blesse le corps, les paroles blessent l'âme, eh ben, de cette façon-là, plus facilement, on peut aller du côté culpabilisation, dépression, angoisse, etc., et se laisser manipuler le plus facilement. Mais si on me dit que, ben oui, mais les mots, ils ne me blessent pas plus que moi je le veux, et que ce n'est pas, enfin, mais je n'aime pas qu'il ait cette opinion de moi ou qu'elle ait cette opinion de moi. Là, bien entendu, peut-être on aura la tristesse ou la déception ou une autre émotion, je ne sais pas vraiment, ça dépend de la situation, ça dépend de ce qui a été dit, mais quelque part, c'est peut-être un indicateur qu'il y a quelque chose à travailler avec cette personne plutôt que de vous laisser manipuler. Même principe, s'il vous dit que vous êtes ceci, cela, et ben s'il le dit, c'est que je le suis, et ben ça arrivera à la dépression et éventuellement à se sentir blessé. Ça, c'est également, pour revenir un petit peu à ce principe, c'est quelque chose qui nous vient aussi de notre enfance et que certains d'entre nous s'y sont tenus bien accrochés. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous êtes totalement débile que vous l'êtes. Ce n'est pas parce qu'on dit que parce qu'il dit que les tripes c'est pas bon qu'elles ne sont pas bonnes. Les tripes c'est très bon. Il y en a beaucoup qui les aiment. Donc, ça n'est pas parce que cette personne vous dit que vous êtes incapable que vous l'êtes. Et ce pouvoir, c'est à vous de le reprendre justement en disant oui mais attends, ça veut dire que lui, il me trouve incapable. Mais maintenant, enfin, quelle importance a l'opinion de cette personne? Alors déjà, d'une part, vous allez avoir beaucoup de personnes qui, en fin de compte, leur opinion, si vous y réfléchissez un petit peu, bof, c'est pas trop important quelque part. Et puis là, vous avez des personnes, de qui l'opinion est quand même relativement importante. Et là, dans ce cas-là, il est important justement de travailler ce genre de choses. En lui disant, mais écoute, si tu me vois comme ça, c'est qu'il y a un problème quelque part parce que je ne suis pas comme ça. Okay. Donc, pourquoi me vois-tu comme ça? Si vous avez la personne qui utilise la culpabilisation, qui utilise vos émotions pour vous faire quelque chose que vous ne voulez pas ou le contraire, si c'est un ami par exemple, eh ben, peut-être serait-il temps de changer d'ami. Si c'est un ami seulement quand vous faites ce qu'il ou elle veut, c'est peut-être qu'il vous faut changer d'ami exactement. Et si c'est une personne qui vous est plus proche, comme votre conjoint ou conjointe ou de la famille, là, il se peut que il faudrait peut-être bon de prendre la discussion et éventuellement de prendre une certaine distance avec ce membre de la famille, si possible, parce que à moins qu'il change bien entendu de comportement, mais s'il ne change pas de comportement, dans ce cas-là, mieux vaut prendre une petite distance avec cette personne. Maintenant, n'oubliez pas que tout comme les tripes, elles, ne deviennent pas bonnes parce que quelqu'un ne les aime pas, vous n'êtes pas transformé en incapable, vous n'êtes pas transformé en quoi que ce soit juste parce que quelqu'un d'autre le dit. Ce n'est que l'opinion de quelqu'un. Il faut bien faire la différence entre tu es et je trouve que tu es, ou je pense que tu es.
Je suis, mais je ne suis pas ce que les autres voient de moi. Et même si la personne dit ben, tu es ceci, cela, non, cette personne va juger par rapport à certains côtés qu'elle ne connaît, tout comme certaines personnes vont vous juger de la façon dont ils vous connaissent, mais ils ne vous connaissent pas tout entier. Donc, que eux, d'après ce qu'ils ont vu, jugent d'une certaine façon, très bien, c'est leur point de vue sur vous. Maintenant, ça veut quand même dire que si vous avez beaucoup de personnes qui vont relever le même défaut chez vous, il se peut qu'il y ait quelque chose à travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler certaines choses en se disant ouais bon, il y en a beaucoup qui disent que je suis un petit peu brouillon sur mes trucs, donc peut-être qu'il faudrait que je m'applique un peu mieux, par exemple. Donc bien entendu, les critiques doivent être prises au sérieux, surtout si elles viennent de personnes un petit peu différentes et qu'elles indiquent par exemple peut-être un manque quelque part. Il n'y a aucune honte à avoir des défauts et surtout si on les travaille, il n'y a absolument aucune honte à les avoir. Maintenant, là où les choses ne vont plus, c'est si vous croyez que vous devenez une autre personne juste parce que A, B, C, machin ou truc vous le disent. Là, ça ne marche pas comme ça. À la limite, si je vous dis vous êtes un tuba, vous ne vous transformez pas en tuba. Et même si vous sortez de mon cabinet en faisant oumpa, 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 vous n'êtes toujours pas un tuba, même si je vous ai hypnotisé à croire que vous êtes un tuba. De la même façon, vous ne devenez pas incapable, vous ne devenez pas crétin, vous ne devenez pas ceci, vous ne devenez pas cela, juste parce que A, B ou C vous le dit. Donc là, je ne parle pas de croyances, etc. Je parle de 3 personnes différentes. Le principe est qu'en fin de compte, vous ne pouvez pas contrôler le A. Seul le A peut contrôler le A quelque part. Et c'est un petit peu là où des fois on se plante un petit peu, c'est que par exemple on veut que le conjoint, le parent, l'ami agissent d'une autre façon. Et vous ne pouvez pas le contrôler. Seule cette personne peut se contrôler. Vous pouvez lui indiquer que certaines de ces choses vous font du mal, que certaines de ces choses vous désirez qu'il arrête de le faire, etc. Vous pouvez en discuter. Mais en fin de compte, chacun est maître de son navire, et si le conjoint, la conjointe, le parent, l'ami ou ce que vous voulez ne veut pas changer, il ne changera pas. Et vous ne pouvez pas le contrôler. Dans ce cas, il vous faut ou couper les ponts, ou mettre de la distance, ou tout simplement apprendre à lui répondre au tac au tac et à ne plus tomber dans ces différents panneaux. Parce que le B, vos croyances, ce que vous croyez, ce que vous pensez, ça vous pouvez le gérer et vous pouvez, en fin de compte, quelque part, partir du principe que lorsque vous entrez dans la culpabilité, lorsque vous entrez dans ce genre d'émotions, culpabilité, angoisse, un petit peu dépressif, etc., c'est qu'en ce moment, vous êtes en train de penser ou de croire quelque chose d'irrationnel. Donc il est temps de vous arrêter. Arrêtez ce que vous faites, et puis mettez-vous papier-crayon, alors ça c'est ma formule magique à tout, papier-crayon, et puis notez un petit peu ce qui vous passe un peu par la tête. Quelles croyances vous avez en ce moment? Comment ça se fait que vous suivez cette voie? Comment ça se fait que vous vous laissez aller à vous laisser manipuler par telle et telle personne? Qu'est-ce qu'il vous dit qui a cette influence sur vous? Et voyez quelles sont ces croyances qui sont totalement à côté de la plaque, qui sont irrationnelles, et quelles croyances, par exemple, peuvent être rationnelles, et par quoi vous pouvez les remplacer. Alors, bien entendu, c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile, comme je dis généralement, et il faut travailler quand même pas mal là-dessus. Ça, ce sera un petit peu le sujet. On entrera peut-être un petit peu plus en détail sur ce genre de choses dans un podcast ultérieur, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce qui est le rationnel et l'irrationnel dans les croyances. Si vous voulez bosser un peu plus là-dessus, j'ai sur le site qui s'appelle malka.xyz, je fais des programmes en 21 jours, à part le programme sur ABC qui lui est sur 22 jours. Pas de chance, là j'ai vraiment pas pu le faire tenir sur 21 jours. Donc si vous allez sur abc.malka.xyz, vous allez pouvoir tomber sur le programme Pourquoi toujours combattre ces mêmes fantômes et comment justement,
que penser ou comment travailler vos pensées, vos croyances, etc. pour mettre un petit peu tout ça en ordre et pour plus vous laisser diriger de la même façon. Et puis si vous allez sur assertion.malka.xyz, là vous tombez sur le programme en 21 jours pour apprendre déjà à dire non. Ensuite, comment répondre quand les gens vont essayer de vous influencer, à changer votre nom en oui. Puis après, comment dire les choses que vous voulez, que vous désirez et que vous ne désirez pas arrivent. Comment vaincre les objections. Et puis aussi, comment critiquer. Vous pouvez parfaitement prendre les deux programmes l'un avec l'autre, ils vont très bien ensemble. Mais dans l'un est plutôt basé sur l'assertion et les choses à dire, à ne pas dire, et comment se formuler, comment vaincre les objections. Et l'autre travaille beaucoup plus sur les pensées, la façon de gérer un petit peu les émotions. Voilà, c'était en gros les principes de base. Donc, lorsque vous ressentez que vous êtes en train de vous faire contrôler, que vous êtes en train de culpabiliser, c'est qu'en ce moment, ce n'est pas l'autre qui en est la raison, mais vous-même. C'est parce que vous êtes en train de penser, de croire quelque chose d'irrationnel, et c'est ça qu'il vous faut vaincre quelque part. Une fois que vous avez vaincu ça, après, ça va quand même plus facile. C'est quand même plus facile. Voilà. Maintenant, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser à cyril@malka.fr. Si vous avez des envies d'autres podcasts ou de webinaires, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit mail en me disant bah tiens, si vous pouviez faire un podcast là-dessus, ça m'intéresserait. Surtout, ne m'appelez jamais Monsieur Malka, j'en ai horreur. J'ai toujours l'impression qu'on parle à mon grand-père. Contentez-vous de Cyril, ça me va très bien. Et puis, s'il n'y a plus de questions, où situer le lâcher-prise dans cette problématique? Je ne suis pas sûr d'avoir trop compris. Le lâcher-prise de quoi? Là, je crois, Jean-Paul, si vous pouvez m'écrire un petit mail à cyril@malka.fr avec un petit peu plus sur cette question, je vous répondrai par mail. Voilà, très bien. Sans ça, je vous dis au revoir et à d'ici une petite quinzaine de jours pour un prochain podcast. À bientôt. Au revoir.